sommes ravis d'être là avec vous dans ce lieu évidemment chargé d'émotions. Et puis en plus aujourd'hui, je crois qu'on est tous submergés par ce qui s'est passé hier. On va parler d'égalité donc. Alors c'est vrai que c'est un peu une passion française. C'est un sujet qui nous anime encore plus là depuis quelques mois avec cette crise des Gilets jaunes où cette question de l'égalité a été évoquée à de maintes reprises sous beaucoup d'angles, parfois dans la confusion également parce que on a parfois tendance à confondre égalité des droits et puis égalité des compétences ou d'autres formes d'égalité qui ne sont pas forcément à mettre sur le même plan. Il a été beaucoup question pendant tous ces débats et donc on sera heureux de vous entendre sur ces questions-là. Il a été beaucoup question pendant ces débats non seulement d'égalité sociale, mais de tous les problèmes d'égalité territoriale, d'égalité de promesses non tenues par la République peut-être, sur l'égalité des chances. Voilà. Donc c'est un sujet vaste et j'aurais aimé commencer peut-être par Nicolas pour peut-être nous situer le débat. Et Nicolas, si vous pouviez nous dire, peut-être vous, d'abord, à l'issue de toutes ces semaines de débats publics qui ont été organisés dans ce pays, qui ont été parfois très riches, finalement, sur ce thème de l'égalité, qu'est-ce que vous retenez de plus fort ? Je retiens, mais c'est en filigrane dans votre question, qu'il y a une confusion sans doute sur les termes, parce que le sujet est moins le sujet de l'égalité que celui de la justice. L'égalité, si vous regardez les inégalités, si vous mesurez les inégalités en France, un très grand nombre d'entre vous connaissent ces chiffres, mais on voit deux choses. On voit d'une part que, si on regarde les inégalités de revenus par exemple, elles sont plutôt plus faibles, plus modérées que dans la moyenne des pays de l'OCDE, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles ont très peu évolué au fond ces 20 ou 30 dernières années. Alors après, il faudrait rentrer dans les détails, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats si on regarde la part des 10% des ménages qui détiennent les revenus les plus élevés ou si on regarde le 1%, donc les inégalités ont un peu plus augmenté si on regarde le 1% que le 10%, mais quand même, je pense que l'idée générale qu'on peut retenir, c'est qu'en termes d'égalité à proprement parler, la France est plutôt bien placée. Mais au fond, je pense que même si on regarde ça, je crois que le sujet n'est pas là en fait. Je pense que les gens ne sont pas en demande d'égalité, je pense qu'ils sont en demande de justice. Et je termine juste par ça. La justice, pour moi, enfin, dans la tradition de la philosophie libérale, c'est John Rawls, la théorie de la justice, c'est au fond, je schématise un peu, mais la capacité donnée à chacun de construire sa propre vie. Et c'est ça, me semble-t-il, le grand sujet dans notre pays, c'est pas les égalités ou les inégalités de revenus, c'est dans quelle mesure est-ce que, un jeune qui vit dans une banlieue nord de Paris, de Marseille ou de Grenoble, il a la capacité à s'émanciper et à construire sa vie. Et ce sujet-là, me semble-t-il, n'a peut-être pas été complètement traité pendant le grand débat. D'où vient au fond cette confusion ? Parce que c'est vrai qu'on a on est un pays relativement égalitaire. Les statistiques, effectivement, vous le dites, le confirment. Les statistiques de l'OCDE en attestent. Et pourtant, il y a quand même sur cette question des revenus, un sentiment, malgré tout, d'inégalité. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être dans notre ADN, mais enfin, en tout cas, qui est très fort. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'origine de ce sentiment ? Alors, les économistes ont une réponse très, très claire, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un embouteillage, dans un tunnel, au fond, si tout le monde est bloqué, vous êtes dans une situation très insatisfaite. Mais si vous-même vous êtes bloqué, mais que vous voyez que l'autre fil se débloque, même si vous n'avez pas bougé, votre niveau de bien-être va augmenter parce que vous vous dites « ça y est, la situation commence à se débloquer ». Et je pense qu'en France, finalement, on a un effet tunnel à l'envers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les situations sont relativement figées, et toutes les études le montrent, du point de vue générationnel, c'est vrai qu'il y a un déterminisme social en France qui est très important. Du coup, les gens qui sont dans une situation de relative pauvreté se disent moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à m'enrichir, ou mes enfants vont avoir beaucoup de difficultés à s'élever dans l'échelle sociale. Et donc, ça crée un sentiment de frustration et de jalousie qui amène le débat public à se focaliser sur la question
des inégalités monétaires. Je pense que, en tout cas, l'un des éléments de la réponse est là-dedans. Clara Guémard, je l'évoquais en commençant, mais cette promesse d'égalité de la République française, finalement, est-ce que pour notre génération, c'est une promesse qui s'est diluée par rapport à la génération d'il y a 30 ans? Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue, on a perdu, on honore moins cette promesse d'égalité qui est inscrite au frontispice de nos bâtiments? Je crois qu'il y a 2 défaillances majeures. La première, on parle beaucoup de l'égalité des chances, l'égalité des revenus, mais la première inégalité, c'est l'égalité de la reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup de métiers qui étaient des métiers qui étaient reconnus et qui aujourd'hui ne le sont pas. Quand on regarde ce qui s'est dit chez les Gilets jaunes, et il se trouve que nous, on en a avec Gonzague une dans notre équipe, la première chose qu'elle dit, qui vient travailler tous les jours, qui travaille très bien, qui est souriante, et ce qu'elle dit, c'est qu'on ne nous écoute pas et on ne nous voit pas. Et elle fait partie de ceux qui continuent pour le 22e ou 23e samedi à manifester. Absolument, elle continue. Elle continue et ça n'empêche pas de discuter avec nous très, très, très librement. Et ce qui est très important, c'est que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les compétences invisibles, c'est-à-dire les métiers de femmes de ménage, d'infirmières, de métiers qui sont des métiers d'aide à la personne, qui sont, et puis bien sûr, si on va dans l'éducation et tout ça, qui sont des métiers qui aujourd'hui ne sont plus reconnus, et donc les gens estiment que, 1, ils ne sont pas écoutés, 2, ils ne sont pas estimés, et ils sont mis à l'écart des décisions qui les concernent. Ça, c'est la première injustice très forte et très puissante que ressentent les gens qui travaillent. Évidemment, ils ont des réclamations de salaire, mais la première injustice, c'est celle-ci, c'est pas être reconnu. La deuxième défaillance, ça a été de toujours penser que c'était l'État qui allait faire toute la redistribution et que c'était l'État qui était responsable de l'égalité de l'égalité des chances, de l'égalité des parcours. Et on se rend compte aujourd'hui que l'État, il est gavé jusque-là. Il est pas, bien sûr, il joue un rôle. Il n'est pas inutile, mais c'est pas lui qui apporte. Enfin, il n'est pas, comme on dirait, il est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que les entreprises ont un rôle déterminant dans ce sentiment d'égalité, parce que il y a un regard. Si je schématise très simplement, il y a l'État qui a le rôle de redistribution et de sécurité. Vous avez les entreprises qui gagnent de l'argent et on peut penser que c'est pas toujours très moral. Il y a les gens qui font du bien et qui sont pauvres et qui sont à la tête d'associations et qui font la quête auprès des premiers, et on n'arrive pas à réconcilier tout ça. Et en réalité, on se rend compte que sur le territoire, les entreprises, celles petites, moyennes ou grandes, jouent un rôle énorme de solidarité et d'égalité, notamment quand elles partagent leur richesse. Mais cette demande d'égalité à l'égard de l'État, elle peut aussi se comprendre à l'égard de l'État employeur, parce que parmi les Gilets jaunes, il y avait énormément d'employés du secteur public. Vous citiez. Alors là, c'est un autre sujet. C'est est-ce que l'État employeur est un bon employeur? C'est une autre thématique. Moi, qui ai été 25 ans dans l'administration, j'ai jamais rencontré un DRH. Les parcours de carrière sont statutaires. Il y a beaucoup de choses à dire sur la modernisation de la façon dont l'État travaille avec, considère ses propres salariés. Mais c'est un sujet à part entière. Alors, Éric Lombard, vous dirigez la Caisse des dépôts. Et alors, là, on peut dire que au centre de beaucoup de débats, il y avait une question qui vous intéresse évidemment directement, puisque c'était le problème de l'égalité des territoires. Et alors ça, c'est vrai que quand on analyse, quand on regarde ce qui est ressorti de tous les débats qu'il y a eu, c'est un thème qui est extrêmement puissant. C'est une revendication qui vient d'un peu partout en France, du fait qu'on constate des inégalités fortes entre les territoires. Et ça, j'allais dire, c'est un peu votre job. Oui, c'est tellement notre job qu'on a décidé, il y a 1 an, de créer la Banque des territoires, précisément pour répondre à cette demande. Manifestement, on n'y a pas répondu assez vite. Parce que dans les inégalités, il y a celles qui sont issues de où est-ce que vous êtes né. Et selon la ville, le village où vous êtes né, votre vie va être très différente. Et ça, c'est une injustice que moi je trouve inacceptable, et en tout cas que les Français n'acceptent pas. Alors, il y a eu un progrès quand même dans ces 20 dernières années, ou 30 dernières années. C'est que quand on était très jeune, le livre à la mode, c'était Paris et le désert français.
depuis la métropolisation. Et donc, maintenant, Toulouse, Lyon, Paris, c'est des endroits où il y a une égalité des chances, si vous savez la saisir et si vous êtes originaire d'ailleurs d'un milieu. Parce que ce qui est aussi insupportable aujourd'hui, c'est que votre parcours de vie est quand même très déterminé par d'où vous venez. Et il n'y a pas d'ascenseur social, comme on le dit. Et ça, c'est une rupture qui s'est faite et qui est embêtante. Mais que vous datez de quand Ça s'est dégradé depuis 30-40 ans, disons. C'est vrai qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mixage. Dans les écoles, il y avait plus de personnes qui étaient d'origine plus modeste ou d'origine de villages ou de villes plus petites, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rééquilibré, donc je reviens à nos territoires, entre les métropoles. Mais qui est-ce qu'on a laissé de côté pour aller très vite? Les bourgs, les villes moyennes et puis les quartiers. Et en fait, la raison pour laquelle on a créé la Banque des territoires, c'est pour accélérer le rétablissement de ces territoires dans la République, qui sont en plus, à mon avis, un moyen très moderne, parce qu'on voit bien que si on veut être écologique et si on veut être sobre, c'est plus facile quand on est dans des zones rurales ou dans des villes moyennes que dans les métropoles. Et que par ailleurs, les outils de communication permettent de travailler de la même façon que vous soyez à Roanne ou à Lyon, qui pourtant n'est pas loin. Et donc, si on fait l'investissement nécessaire dans ces territoires, de ramener des maisons de santé, d'améliorer le logement social, d'améliorer le logement tout court, de faire revenir les commerces en centre-ville, il y a 25% des Français qui vivent dans les villes moyennes, où la vie est très agréable et était très heureuse auparavant, elle est en train de le redevenir. Beaucoup de ces villes moyennes sont pleines de succès. On aura un meilleur équilibre entre les territoires, qui, à mon avis, est aussi un des moyens d'avoir un meilleur équilibre entre les milieux sociaux, parce que la mixité est aussi une façon de gérer nos problèmes d'inégalité. Je donne juste un exemple comme ça en passant, dans une métropole qui est Rennes. À Rennes, la maire a décidé de construire des logements sociaux dans le centre et des logements intermédiaires dans les quartiers. On va voir ce que ça va durer dans le temps. Je pense que c'est très fécond comme type d'approche. Donc voilà, rééquilibrage et mixité me paraissent, en termes d'aménagement du territoire, deux éléments décisifs. Mais concrètement, si on veut un peu pousser plus loin l'analyse, comment est-ce qu'on rééquilibre vraiment les territoires? Est-ce que, par exemple, on pourra parler des pistes ou des réformes qu'il faudra entreprendre ou des choses qu'il faudrait initier en attendant que le président de la République lui-même le fasse, mais est-ce que, par exemple, il faudrait décréter un moratoire, comme le demandent certains, sur les fermetures de bureaux de poste, les fermetures d'établissements de santé, voilà, et se dire bon ben on arrête cette restructuration. Elle est peut-être logique sur le plan économique, mais on considère qu'il est important de maintenir ces lieux sur tous ces territoires, même s'ils ne sont pas économiquement rentables. Est-ce que ça, c'est une piste que vous, en tant que financier, vous considérez comme pertinente? Moi, je pense qu'il y a deux types de pistes. Il y a la piste des services publics qui, dans notre pays, sont très structurants. Il faut effectivement qu'on maintienne des services publics délocalisés, mais pour ça, on peut avoir ce qu'on est en train, par exemple, de développer avec la Poste, des maisons de services au public. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller à la préfecture ou à la sous-préfecture. Vous pouvez avoir dans un bureau de poste, dans une mairie, un service public. Vous avez accès à Pôle emploi, à l'état civil, aux allocations familiales. Et entre le digital et le fait d'intégrer ces grands services publics, on peut avoir un maillage et maintenir un maillage. Les maisons de santé, c'est une façon de répondre à la centralisation nécessaire des grands établissements hospitaliers, parce que là, il y a des raisons techniques, etc. Mais des maisons de santé avec des médecins, j'ai parlé de Roanne à l'instant, une maison de santé vient de s'ouvrir avec 40 professionnels. Donc on peut tout à fait avoir des maisons de santé très bien équipées. Mais il faut que les villes investissent et aident à cela. Et puis un autre mouvement, c'est d'aider au financement de la rénovation des centres-villes pour maintenir l'attractivité, faire revenir les gens, les commerces, et à cet égard, un des plans qu'on soutient et que le gouvernement a lancé, qui est le plan Cœur de Ville, me paraît un plan très fécond. 222 villes, 5 milliards d'argent qui va être prêté. En fait, les villes, dès qu'elles génèrent des projets, ont tout à fait les moyens de les soutenir et de les rembourser. Simplement, il faut les accompagner dans le financement. Et on voit, si on prend un exemple très concret, une ville comme Libourne, qui a été une des premières à rentrer dans ce type de programme, rénovation du centre de la ville, des quais, notamment les quais d'Ordogne, rénovation de l'habitat, de nouveaux hôtels qui ont été ouverts.
le dynamisme démographique est revenu, la croissance économique revient, ça crée du bien-être, ça crée une boucle positive. Et il y a des dizaines de villes en France qui sont en train de fonctionner comme ça de façon très positive. Et ça, c'est créateur d'égalité, c'est créateur de bien-être, et c'est des endroits où il y a moins de gilets jaunes. Alors, pour Libourne, je ne le garantis pas sur facture, mais en tout cas, il y a une amélioration, et les gens ont l'impression d'être dans la file de voitures qui avance, pour reprendre ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant. Je prends un petit exemple. Patrick Pouyanné, le patron de Total, au début de cette crise des gilets jaunes, a dit moi, je m'engage à ce qu'il n'y ait plus aucune fermeture de station-service. Bon, ça a un coût pour une entreprise privée qui a des actionnaires, mais enfin, il s'engage à ça. Est-ce que, par exemple, la Poste, dont l'actionnaire est l'État, devrait s'engager à ne pas fermer un seul bureau de poste, justement pour éviter que certains territoires se sentent délaissés? Alors, il se trouve que la Poste est un établissement que la Caisse des dépôts connaît un peu. Un petit peu. Voilà. Il y a un accord avec l'État dans le cadre des missions de service public de la Poste qui prévoit 17 000, pas bureaux de poste, mais 17 000 points de vente. Et ça, c'est prévu par les textes, et ça, c'est maintenu. Et précisément, les équipes de la Poste sont en train de densifier le niveau de service qui va être apporté par les postières et les postiers pour qu'il y ait plus de services et que dans leur tournée, les facteurs qui éventuellement ont moins de lettres à déposer puissent rendre des services, comme par exemple distribuer des repas pour les personnes âgées ou ce type de choses. Ce maillage, il est absolument essentiel. En termes de maillage, il y a une initiative qui a été lancée récemment qui s'appelle Territoire d'industrie. 136 territoires où on veut faire revenir l'industrie. Et ça, c'est quelque chose de très porteur et de très important. Parce que l'industrie, ça a plein d'avantages. D'abord, ça se fait plutôt dans les campagnes et dans les bourgs que dans les métropoles. Voilà. Deuxièmement, ça permet d'employer des gens et puis de créer de la richesse, parce qu'une fois qu'il y a de l'industrie, il y a tout un tas d'entreprises autour. Et l'idée de développer dans toutes ces régions, alors ces territoires, c'est souvent plusieurs communes qui sont agrégées, ça crée beaucoup de dynamisme et ça va créer à l'avenir également probablement plus d'égalité et plus de bien-être. Je voulais réagir parce que je pense qu'encore une fois, on revient toujours au même sujet, qui est de demander à l'État de régler la question de l'égalité, alors que la responsabilité, elle est aussi partagée par les créateurs de richesses et de valeurs que sont les entreprises et les entrepreneurs. Et l'un des sujets, avec Gonzague, on est en train de faire une acquisition dans un tout petit village qui a 170 habitants. Il y a un bureau de poste, il y a une école, mais il n'y a pas d'épicerie. Et l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on n'a pas imposé aux grandes enseignes, quand elles ouvrent un supermarché, de maintenir dans les villages une petite antenne de vente où il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant. C'est-à-dire, vous imposeriez à un carrefour je trouve que c'est une idée qui ouvre un grand carrefour à la périphérie de maintenir un café dans le centre du village. Dans les villages qui sont aux alentours, pour les personnes âgées, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, de leur dire en contrepartie du fait que vous ouvrez un grand carrefour ou une grande enseigne, vous maintenez une dépendance où il y a les produits de première nécessité qui permettent de vivre sans devoir prendre sa voiture et aller à 30 km de là, à 20 km de là quand on n'a pas de voiture. Je trouve qu'on pourrait réfléchir à des outils comme ça qui sont pas simplement, qui incombent pas simplement à l'État. Après tout, donc ce serait assez dirigiste, mais pour la bonne cause. C'est pas dirigiste, c'est vous voulez ouvrir un supermarché. Moi, j'ai besoin de mailler mon territoire et de faire que les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Encore une fois, la population vieillit, elle est pauvre, elle n'a pas forcément de voiture. Pourquoi on a tué ces lieux de vie qui sont absolument indispensables dans ces villages? Alors je voudrais ajouter un élément, sans être trop longue, c'est que Eric parle à juste titre de l'industrie, mais il y a aussi tous les métiers traditionnels qui peuvent se refaire à la campagne. Les métiers d'artisanat, là on parle beaucoup de la permaculture aujourd'hui. On voit aujourd'hui beaucoup une jeunesse qui a envie de revenir au métier de la main et qui peuvent le faire de façon rentable parce qu'elles peuvent vendre par Internet, parce qu'elles peuvent travailler dans les campagnes. Et c'est peut-être important de les aider. Je vois que Geoffroy Roux de Bézieux, au bout de répondre aux commentaires qui vient d'être dit. La suggestion, le problème aujourd'hui, c'est que c'est Amazon qui va faire ce boulot-là. Et que le problème de Carrefour, c'est plutôt en train de fermer que d'ouvrir. Pour prendre juste un poil de recul, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Nicolas Bouzou. Moi, je voudrais attaquer le problème non pas comme le moraliste, version John Rawls, et parler de justice, mais parler d'efficacité. Au fond, si je laisse ma casquette personnelle et que je me place simplement comme le représentant des entreprises, compte pour une entreprise, c'est que
le système soit efficace. Et donc, est-ce qu'on a atteint un niveau d'inégalité en France qui, finalement, empêche les entreprises de se développer, et peut-être plus largement, est-ce que le monde capitaliste est arrivé à un niveau d'inéquité réelle ou perçue, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est la perception, qui entrave le développement des entreprises. D'un strict point de vue, si je suis amoral, et non pas immoral, et que je regarde ça simplement du point de vue de l'économie, je pense que la question commence à se poser et qu'elle se pose dans beaucoup de pays en même temps, y compris dans des pays qui traditionnellement ne se posaient pas ce genre de questions. La campagne électorale, enfin en tout cas la primaire électorale démocrate, est plein de gens qui parlent d'impôts toute la journée, ce qui est un peu une spécialité américaine, y compris d'ailleurs une proposition de créer un ISF, alors à 50 millions d'euros quand même, aux États-Unis. Et l'autre remarque que je voudrais faire de manière... Et donc sur le capitalisme, juste une seconde, votre proposition, c'est de dire qu'on aurait atteint un stade la question où se le capitalisme pose. devient d'une certaine façon inefficace. Je pense que la question doit se poser en ces termes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais rembrasser la proposition. Si on raisonne en termes de morale, je pense que dans cette salle, personne ne sera d'accord sur ce qu'est le niveau d'égalité juste ou d'inégalité juste. Donc la question qu'on doit se poser en tant qu'entrepreneur, c'est l'inégalité ou l'égalité efficace. Celle qui récompense les talents, qui permet l'innovation, qui permet le développement des entreprises, mais qui maintient une forme de cohésion sociale et de consensus démocratique sur lequel repose l'économie de marché. Et l'autre remarque transverse que je voudrais faire, c'est en fait la différence entre prévenir et guérir. Les inégalités, il y a deux manières de les traiter. C'est comme la santé, il y a la prévention et la guérison. Et en France, on ne fait que de la guérison, puisque l'écart de redistribution, il est connu. Je crois que l'écart est de 1 à 8 ou 1 à 9 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres 1 à 8, je crois, avant redistribution, et il tombe en dessous de 5 ou autour de 5 après redistribution. Donc en fait, on a un système qui, depuis la fin des 30 Glorieuses, constate que les inégalités progressent, ou en tout cas qu'elles sont perçues en tant que telles, et les corrige à travers des prestations sociales ou de l'imposition. Et qu'est-ce que ça génère comme conséquence ? Ça génère deux conséquences qui sont un cercle vicieux terrible. La première, c'est un certain départ, heureusement pas total, de l'élite qui peut aller profiter de ses talents avec un meilleur rapport. Et là encore, je ne me place pas sur un jugement de valeur, je me place simplement j'ose, cher Nicolas, je raisonne comme un économiste, que je ne suis pas. Donc une certaine élite qui part monnayer ses talents ailleurs parce qu'elle est mieux récompensée, et puis ceux qui restent sont plus taxés et on perd en compétitivité. Et ça boucle avec ce que dit Eric et ce que disait Clara. Oui, il y a des territoires qui sont en train de se vider, et ça commence par les entreprises privées et par l'industrie. Mais elles se vident, pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de contribuables entreprises qui sont de plus en plus taxés. Il y a un chiffre qui est passé inaperçu et que même un journal aussi formidable que Les Échos n'a pas assez souligné, il me semble, c'est que en 2017, pour la première fois, la somme des impôts locaux payés par les entreprises a dépassé la somme de l'impôt sur les sociétés. Donc collectivement, nous nous battons en disant l'IS à 33%, il faut faire baisser, moyenne européenne, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans le programme présidentiel. Le vrai sujet, c'est pendant ce temps-là, les impôts locaux progressent de 4 à 5% par an, sur un nombre de contribuables de plus en plus restreint, avec un effet dans les villes moyennes qui augmente, puisqu'il y a moins de commerces de centre-ville pour payer la CFE, il y a moins, etc., etc. Et donc on rend de moins en moins compétitifs, donc de moins en moins performants, donc de moins en moins investisseurs, des entreprises de plus en plus faibles, qui donc ne peuvent pas se développer. Et donc si on n'inverse pas ça, quel que soit le talent d'Éric Lombard, qui est grand, je le sais, les efforts qu'il fera, les investissements, on peut pas maintenir des bureaux de poste ou relancer des centres-villes s'il n'y a pas d'entreprise qui se développe autour. Et ça commence par là. Et comment on inverse ça alors ? Je ne vois pas d'autre solution. Alors, vous allez me trouver un peu classique, MEDEF, mais je reviens à des classiques, que de baisser les impôts de production fortement pour rendre l'outil industriel français en territoire compétitif. Et j'ajoute un point quand même. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? C'est qu'aujourd'hui, la métropolisation de l'économie, c'est Ricardo qui revient, c'est-à-dire qu'on se met là où les ressources sont. Autrefois, les ressources, c'était l'eau des Pyrénées pour le textile, le charbon de l'Est pour la métallurgie, et maintenant, c'est les cerveaux, et on se met donc dans les métropoles.
et les clusters d'entreprises se mettent là. Donc les bourgs, les villes moyennes ont un désavantage compétitif de ce point de vue-là qu'il faut compenser. Et d'une certaine manière, je vais faire un peu de provocation, il faut peut-être augmenter les impôts des villes qui marchent bien pour baisser celles des villes qui marchent mal, parce que sinon on n'y arrivera pas. Avec la géographie de notre pays, on n'y arrivera pas. Nicolas, tu voulais... Oui, non, parce que la France est un endroit, finalement, du point de vue des inégalités, assez particulier. C'est-à-dire qu'en effet, quand on regarde les chiffres, les inégalités sont à peu près contenues en France. Mais en effet, au niveau mondial, en tout cas dans les pays développés, elles ont plutôt tendance à augmenter. Et le cas le plus emblématique étant celui des États-Unis, où en effet, et là Thomas Piketty avait complètement raison dans son constat, et d'ailleurs, si son livre a aussi bien fonctionné aux États-Unis, c'est parce qu'il avait rationalisé quelque chose que les gens voyaient. Le niveau d'inégalité aux États-Unis est devenu complètement dingue. Et en particulier, vous allez voir que tout est lié en raison de la métropolisation. Geoffroy Roux de Bézieux explique en effet à juste titre que dans cette économie de la troisième révolution industrielle du XXIe siècle, les métropoles aspirent tous les talents, mais en aspirant tous les talents, elles font monter les prix de tout, les prix de l'immobilier, les prix des services, etc. Et on se retrouve au fond avec une dualité que ceux qui connaissent San Francisco, par exemple, voient parfaitement, c'est-à-dire des gens qui sont du bon côté de la barrière, qui réussissent extraordinairement bien, et tant mieux pour eux, et on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux, ce sont eux qui construisent l'économie du XXIe siècle, et un nombre de homeless qui devient quelque chose, mais qui, même quand on est profondément libéral comme moi, est insupportable, inacceptable, insoutenable, à tel point que si j'étais américain, je voterais pour davantage de redistribution. Je pense que nos amis démocrates, là, sont partis dans quelque chose de déraisonnable. Mais en France, en revanche, je pense que la racine des inégalités, en fait, c'est Bourdieu, d'une certaine façon, qui avait le mieux expliqué ça, elle est vraiment culturelle. Je pense que faire plus de redistribution monétaire en France fonctionnerait à un rendement décroissant. Je pense que les vrais sujets, si on veut traiter sérieusement le sujet des inégalités, ce sont des sujets d'éducation, des sujets de formation continue, des sujets de logement. Oui, bien sûr, mais encore une fois, peut-être qu'il faut se poser la question de la responsabilité de ceux qui sont les créateurs de richesse, qui sont les entreprises. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat de la fiscalité, qui est certes un sujet qui est important, mais quand on y réfléchit bien, aujourd'hui, les entreprises qui partagent les réussites, ça crée un moteur économique. Aujourd'hui, on a créé un mouvement pour une économie bienveillante avec Gonzague et 4500 signataires. Et ce sont des témoignages de petites, moyennes, grandes entreprises qui démontrent qu'en laissant du temps à leurs salariés pour faire des actions philanthropiques qui sont dans ce qu'elles savent faire, dans ce qu'ils savent faire, dans leur propre expertise, bien sûr, ils aident des gens, mais surtout, ils se créent eux-mêmes une autre expertise que ceux qu'ils connaissent. Ils améliorent le territoire et ils créent une richesse autour de la richesse qui leur est propre. Et puis, ils créent une fierté auprès de leurs salariés, parce que les salariés sont fiers d'être dans une entreprise qui a réussi et en même temps fiers de partager cette réussite. Et au fond, peut-être qu'il faut tout simplement qu'on se pose la question de savoir si notre responsabilité d'entrepreneur n'est pas aussi d'être présent dans le territoire et de le nourrir, parce qu'il y a deux manières de gagner de l'argent. Il y a une manière de le gagner de façon directe, et la façon indirecte, c'est qu'en aidant d'autres à réussir, un jour ou l'autre, ça nous reviendra en pluie, on ne sait pas trop comment, mais parce qu'on nourrit le territoire plutôt que de l'assécher. Et c'est pas, là aussi, je rejoins tout à fait Geoffroy, ça n'est pas une question de morale, c'est pas une question d'être généreux parce qu'il faut être généreux parce qu'on a bien réussi dans sa vie, c'est une question de logique économique. Et c'est pour ça qu'on vient de lancer une consultation citoyenne à laquelle tout le monde peut répondre, si on va sur www.mouvementeconomiebienveillante.com, où on peut répondre à la question, que faut-il faire pour que l'économie soit bienveillante, soit plus bienveillante? Vous avez fait votre grand débat à vous. Non, mais oui, on l'a fait avant le grand débat et elle est en cours en ce moment. Mais en fait, le sujet, c'est de réconcilier les Français avec cette idée que gagner de l'argent en faisant du bien, c'est possible. Et que si je suis boulanger et que le samedi, je vais apprendre à des enfants dans des écoles populaires à faire des gâteaux ou à faire du pain pour ne pas avoir acheté des produits de mauvaise qualité pas chers, et ben je fabrique de l'économie bienveillante parce que je donne mon talent, je partage mon talent sans partager d'argent, mais je partage mon talent avec des enfants ou avec des gens qui vont eux-mêmes créer de la richesse. Et je pense qu'il faut peut-être aussi repenser la force de la générosité, parce que les Français sont généreux, la force, la puissance comme moteur économique de la générosité, et qu'elle ne soit pas toujours, qu'on n'analyse pas toujours celle de l'État.
est-ce que ça signifie, Geoffroy, que le rôle de l'entreprise doit changer, doit avoir une définition plus large? C'est un sujet en ce moment, évidemment, hein, puisque mais je pense qu'il a déjà changé depuis longtemps. Posé par la loi Pacte, mais sur non, mais au-delà de l'aspect sur, législatif et de l'introduction dans le Code civil, il a déjà changé depuis longtemps. En fait, quand on regarde bien les études, les Français attendent énormément des entreprises. Ils ont bien compris que c'est les entreprises qui changent le monde. Je cite souvent cette anecdote. Au XXe siècle, c'est la NASA, donc l'État américain, qui a envoyé des hommes sur la Lune. Au XXIe siècle, ça sera probablement un entrepreneur. Je ne sais pas s'il va y arriver d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est un entrepreneur qui a cette vocation. C'est-à-dire que ce soit pour des problèmes d'environnement, des problèmes de justice, des problèmes d'égalité, des problèmes de croissance, des problèmes d'inclusion, les Français attendent énormément des entreprises. Donc le rôle, les Français et les citoyens occidentaux a déjà changé. Oui. Mais alors juste un point, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur envoyer des hommes sur la Lune ou un voyage vers Mars, etc. Enfin tout ce qu'on veut. Là, c'est le fait d'entrepreneurs, c'est vrai, vous avez raison, mais issus d'un pays où, comme on le disait, les inégalités sont massives. Et si ces entrepreneurs peuvent y arriver, c'est parce qu'ils ont accumulé une richesse absolument phénoménale. Donc, vous êtes presque en train de finalement justifier ce système tout en le critiquant. Je reviens à mon point de départ. Je voudrais avoir un raisonnement amoral. Encore une fois, je pense que la morale, c'est le fait de l'individu. Les organisations n'ont pas à avoir de morale. Elles ont un raisonnement d'efficacité. Aux États-Unis, le sentiment d'inefficacité, d'injustice est moins fort. Il y a des sondages très clairs qui montrent que les Français, malgré le rapport de 1 à 5 que j'évoquais, ont le sentiment de vivre dans un pays injuste. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des Américains. Alors ça a changé ces derniers mois. Mais pour revenir sur ce point d'efficacité, et je sais que c'est peut-être choquant à entendre, il n'y a pas de rapport d'égalité ou d'inégalité qui soit dans l'absolu bon. C'est une question de circonstances, de gâteau à partager, de croissance et du sentiment, de la perception des citoyens. D'ailleurs, ça m'amène à juste un développement supplémentaire. Ce qui doit nous inquiéter, je pense, comme entrepreneurs, c'est un peu le sens de l'histoire. Parce que ça a été un peu évoqué quand Nicolas Bouzou cite Bourdieu. Au fond, on pourra mettre toutes les taxations qu'on veut sur l'héritage, sur le revenu, sur le patrimoine. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le capital culturel. Ce qui fait que les inégalités vont continuer à croître, c'est que le bagage qui permet de profiter des opportunités entrepreneuriales de création de richesse que le monde offre et va offrir de plus en plus, c'est finalement pas tellement ce que vous avez hérité en termes de patrimoine, même si ça peut jouer, mais beaucoup plus ce que vous avez hérité en termes de génétique. Et donc, à la fois, ça va s'accélérer, et donc à un moment, ça posera un problème de consensus démocratique. Et d'ailleurs, c'est déjà vrai, d'une certaine manière, au sein des entreprises. Moi, je le vois tous les jours au sein du MEDEF. On a 173 000 adhérents, pratiquement toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Mais vous avez des inégalités très fortes entre celles qui ont accès à des cadres de talents qui viennent s'installer près de chez eux, qui sont prêts à travailler, etc. Et puis celles qui sont dans des villes où c'est très difficile de recruter, parce qu'il y a un problème d'emploi, parce qu'il y a un problème de qualité de vie, parce qu'il y a un problème de vie culturelle, parce que les gens n'ont pas envie de déménager dans des endroits qui ne bougent pas et qui ont du coup du mal à se développer. Et économiquement, ça se vérifie parce que l'écart de capacité d'innovation, de rentabilité, la même chose entre les 10% d'entreprises qui font le plus forte croissance et celles 20, c'est Aguillon qui a fait beaucoup d'études là-dessus, montre que depuis 30 ans, ça diverge. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont de mieux en mieux, qui innovent de plus en plus, qui traitent de mieux en mieux leurs salariés. C'est un peu le syndrome des boîtes, enfin des GAFA, qui ont des conditions matérielles pour leurs employés qui sont absolument phénoménales. Donc le sens de l'histoire, c'est cette divergence, et c'est ça qui vous inquiète. Et c'est ça qui peut inquiéter. Mais c'est la question qu'on doit se poser collectivement en tant qu'entrepreneur, parce que, encore une fois, le consensus démocratique fait partie des conditions de réussite de l'économie de marché. Alors, avec un petit bémol quand même, parce que c'est vrai dans la société occidentale, mais vous avez une économie qui réussit, oui, plutôt formidablement, sans consensus démocratique, jusqu'à preuve du contraire, qui est la Chine, mais avec une culture très différente. Éric. Oui, j'entends bien ce que dit Geoffroy sur le côté amoral de l'analyse, avec toute la distance qui va bien. Mais ce qu'on constate quand même dans l'économie réelle et dans les territoires, et Clara l'illustre bien, c'est qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs ont une vision très morale de leur rôle. Juste 2 exemples que j'ai vus. Oui, mais enfin, des individus qui souvent dirigent de très grandes entreprises. J'étais il n'y a pas longtemps faire un tour dans le pays de Montbéliard, à Sochaux et Belfort, par exemple.
on voit le nombre d'entreprises de la métallurgie, de la mécanique, qui ont décidé, pour des raisons historiques, de tradition, de garder une part importante de leur production dans cette région-là. Bon, la plus grande d'entre elles étant d'ailleurs évidemment PSA. Alors que peut-être qu'un choix complètement rationnel aurait été, d'ailleurs ces choix-là ne durent jamais très longtemps, mais de se mettre à un endroit X, mais comme le X change tout le temps, je pense qu'ils ont raison de rester à Sochaux. Autre exemple du même tonneau, Clara parlait du luxe. Dans le centre Val-de-Loire, c'est vrai que les grandes entreprises françaises du luxe sont en train de réinvestir les territoires du centre parce qu'il y avait des vieux savoir-faire de maroquinerie, de tissage, etc. et qui veulent réinjecter ces savoir-faire dans leur fabrication moderne et dans leur développement. Je pense que c'est un choix économique rationnel, d'ailleurs sinon on ne le ferait pas, mais il y a une vision politique de décentraliser l'activité, de la rapprocher du terrain. D'ailleurs, dans ma fonction précédente, j'étais dans une entreprise d'assurance privée. J'ai ouvert 2 plateformes dans des villes moyennes, puisqu'il me semblait que c'était plus intelligent que de délocaliser dans des pays à bas salaire. Et le fait est que c'était en fait plus efficace. Parce que c'est vrai que nos compatriotes... Donc, j'étais moral et finalement, ça a été économiquement justifié. Donc, c'était tout à fait positif. Donc, et je pense que pour faire société... Et pardon, pour faire le lien, il faut aussi avoir une pensée tous ensemble pour ce qui s'est passé hier soir à Notre-Dame, dans un autre lieu chargé de symboles. C'est intéressant de voir l'immense mobilisation qu'il y a, qui est complètement gratuite. Et je pense que les Français vont être extrêmement généreux pour aider à reconstruire Notre-Dame. Donc on voit bien qu'on peut mobiliser les gens sur des objets qui ne sont pas des objets purement rationnels, qui dépassent leur intérêt, et que c'est un des moteurs de l'économie qu'il faut développer, parce que ce que nous voyons en ce moment, en tout cas en Europe continentale, c'est que si nous ne faisons pas société avec ces éléments de solidarité, eh bien la société ne va plus vouloir de notre modèle, et c'est aussi ce que nous disent les Gilets jaunes. Puis, si vous le permettez, j'aimerais rebondir, même si ça n'a rien à voir, sur cette question décisive du commerce en centre-ville. Pour donner un exemple que je trouve intéressant, à Saumur, sur les bords de la Loire, très, très belle ville, le maire a récupéré quelques commerces qui étaient vacants, à récupérer les baux et les met à disposition gratuitement, soit pour des commerces novateurs, soit parce qu'effectivement il a besoin de l'épicerie, il a besoin de la boulangerie, pour aller chercher un boulanger quelque part en disant je vous mets à disposition pendant 6 mois ce local, et puis si ça marche, on discutera du loyer après. Donc il y a, y compris de façon... Alors ça c'est très français, c'est-à-dire qu'il y a une intervention publique, l'élu, le maire, qui est complètement hors marché, puisqu'il va mettre... Bon, mais notre pays fonctionne comme ça, depuis toujours, et je pense qu'il faut plutôt favoriser ce genre de développement, qui après permet un rééquilibrage économique et un développement. Si je peux me permettre, Clara Guémard, puisque vous êtes assez dirigiste, hein, si j'ai bien compris. Non mais j'ai une question très précise. Je sais pas, vous connaissez le nudge? On se connaît. Ouais. Vous connaissez le nudge? Oui. Le nudge, c'est pas de forcer les gens, c'est de les inciter à faire de façon positive. Ben, c'est justement ma question. Dans tous les débats sur l'égalité, etc., qu'on a eu, il y a quelque chose qui est ressorti très fort, c'est qui concerne la santé. On l'évoquait. Est-ce que, si on veut rentrer dans des solutions pratiques, il faudrait, par exemple, imposer aux jeunes étudiants en médecine qui ont fini leurs études d'aller s'installer dans les déserts médicaux? Est-ce qu'il faut une politique, disons, proactive à ce niveau-là, ou est-ce qu'il faut rester dans un système purement libéral? Justement, pratiquons le nudge, c'est-à-dire comment on les convainc? Dire aux médecins qui vont dans des territoires qui sont des territoires plus difficiles, où d'ailleurs la qualité de vie est sans doute meilleure, que la rémunération est supérieure. Il y a plein de moyens d'inciter les gens à aller, on l'a fait pour les lycées défavorisés, il y a plein de moyens à inciter les gens à aller dans des lieux où ils iraient pas, ils y penseraient pas spontanément, parce que à la fois ils auront une qualité de vie, peut-être que le maire va leur filer une maison, et puis par ailleurs le prix de la consultation sera plus élevé et remboursé à des tarifs différents selon les territoires pour éviter la désertification. Mais il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, et je voudrais revenir sur la question de l'État, c'est que l'un des éléments de sentiment d'injustice, parce que je trouve que Nicolas a tout à fait raison, le sujet c'est beaucoup plus l'injustice que l'égalité, c'est que on nous fournit aujourd'hui une quantité de prestations qui sont gratuites et qui coûtent cher. Et peut-être, c'est une idée que Gonzague a souvent évoquée aussi, Gonzague de Binière a souvent évoquée dans d'autres instances. Pourquoi, par exemple, quand vous allez à la pharmacie et que vous sortez votre carte vitale,
on ne vous montre pas la facture de ce que ça a coûté. Non, c'est une carte de crédit sur la collectivité, en fait. Non, mais voilà, ça serait quand même intéressant de savoir combien ça a coûté. Quand vous emmenez votre enfant à l'école, vous n'avez aucune idée du coût qu'a votre enfant pour l'école, le coût de la collectivité pour que votre enfant soit éduqué. Quand on vous ramasse les poubelles, enfin tous les services publics sont aujourd'hui gratuits et vous n'avez vous-même aucune idée de ce que la collectivité fait pour vous. En tout cas, combien ça coûte. Je ne dis pas que ça pourrait d'abord créer une forme de responsabilisation et puis surtout de prise en compte. Oui, quand même, cet argent, il ne va pas nulle part. En fait, il ne va pas dans les poches des riches, il va chez moi. Il m'aide à pouvoir me soigner, de pouvoir emmener mes enfants, que mes enfants aillent à l'école, d'avoir des routes, d'avoir tout ça. Parce qu'on a un peu ceux qui s'en rendent très bien compte, ce sont les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Non, mais ça, ils n'oublient pas. Ça, ils n'oublient pas. Mais ils n'oublient pas. Et puis, quand vous voyagez et que vous voyez que dans plein de pays pauvres, il n'y a pas de santé et que la santé coûte très cher, vous vous dites « Ouf, quelle chance j'ai de vivre en France ». Donc, peut-être tout simplement redonner conscience à nous tous que la collectivité, nous tous, nous contribuons à notre bien-être individuel. Et sur le plan de la santé, moi, je ne suis pas du tout une experte de ce sujet-là. Il y a un arbitrage à faire qui est bien sûr entre le maillage du territoire, mais aussi à la question de la sécurité. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur les maternités et tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des niveaux de taille d'établissement où on ne peut pas faire... quand il n'y a pas assez d'accouchements, la sécurité n'est pas là. Donc c'est un arbitrage qui est plus compliqué que simplement celui de savoir s'il faut laisser les hôpitaux dans des petites communes. Mais pour revenir sur l'attractivité pour les jeunes médecins, le maire de Joigny dans l'Yonne a été à l'internat de Dijon. Et puis il a regardé les sondages, il a regardé qu'est-ce qui intéressait les jeunes internes qui sortaient. Et il s'est débrouillé pour que dans la ville de Joigny, on mette en place un bâtiment pour les accueillir avec des éléments de nature à les intéresser en matière de facilité d'accès. En plus, le bâtiment ne coûtait pas très cher. En tout cas pour les jeunes internes, et puis il y avait un baby-foot, et puis il y avait accès à des loisirs. La ville a vraiment organisé les choses, et au bout de 2 ans, il y avait de plus en plus d'internes qui choisissaient la ville. Évidemment, une fois qu'on fait son internat quelque part, après on s'y installe. Et donc il y a des moyens proactifs qui permettent d'avoir cette répartition, parce que pour un jeune médecin, on vit mieux dans une ville moyenne que s'il faut se loger à Paris, où ça coûte quand même une petite fortune. Sur la lisibilité des coûts, moi j'ai trouvé ça intéressant dans le grand débat, dans le dossier qui était diffusé au début. La page qui a été le plus commentée dans les médias, à la radio notamment, c'est celle où on montrait comment étaient utilisés 1 000 euros de dépenses publiques. Ouais. Et où les Français disaient « mais c'est incroyable, une partie essentielle c'est pour la retraite finalement, et puis après c'est la santé, et puis vous voyez, contrairement à ce qu'on dit parfois, le entre guillemets train de vie de l'État, le poids de l'État là-dedans est commencé plus modeste. » Et je pense que ce dialogue avec les Français sur à quoi sert, ce que dit Clara, à quoi sert l'argent qui est prélevé. En plus, il est prélevé de plein de façons différentes, parce qu'il y a les impôts, il y a les cotisations, il y a les impôts locaux, enfin, les gens s'y perdent un peu, tout ça est un vrai maquis, qui est un dialogue citoyen d'explication, paraît quelque chose qu'il faut poursuivre pour que les gens se prononcent dans la clarté. Clara Guémard a dit, à mon avis, quelque chose de central sur la question de la justice et de la santé. C'est-à-dire qu'être juste va nécessiter ces prochaines années des choix politiques, des arbitrages politiques qui peuvent être considérés comme assez douloureux. Et en réalité, c'est la condition de la justice. Je vous donne un exemple très concret dans l'économie de la santé que je connais un peu. Et je travaille notamment beaucoup sur l'économie de la cancérologie. Vous avez aujourd'hui une mutation thérapeutique extraordinaire dans la cancérologie, avec notamment quelque chose qu'on appelle l'immunothérapie, qui donne des résultats absolument fabuleux sur un certain nombre de pathologies. Et on offre à des patients des solutions qui parfois les guérissent alors qu'on n'avait rien à leur proposer il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord ? Donc là, on les guérit. Donc il se passe quelque chose de formidable. Petit problème économique, ce sont des thérapies qui coûtent 200 000, 300 000, 400 000 euros. Donc ça coûte très cher. Et je pourrais vous parler des maladies génétiques, et notamment des maladies orphelines pour lesquelles on est en train d'apporter des solutions à parfois 10, 20 enfants pour des coûts individuels qui, du coup, peuvent passer le 1 million d'euros. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on a une équation économique qui devient extrêmement compliquée. Qu'est-ce que c'est notre contrat social ? Et là, il faut revenir. Qu'est-ce que c'est notre contrat social ? Eh bien, moi, je pense que notre contrat social, c'est de proposer à tous les gens qui ont des pathologies graves un remboursement à 100% sans condition.
Je pense que grosso modo, on est à peu près tous d'accord pour ça. Une fois qu'on a dit ça, économiquement, on est devant un énorme problème. On ne peut pas faire ça, et pour prendre un sujet vraiment d'actualité, le remboursement de l'homéopathie. Les deux sont absolument incompatibles. C'est pas possible. Et donc, moi, mon idée, c'est de choisir les cancers métastasés contre les rhumes. Bon, on peut en discuter. Je pense que si on pose les choses avec un peu de courage, on devrait quand même pouvoir avoir un assentiment global, mais ça demande vraiment un arbitrage. Si on veut être juste, on ne peut pas tout faire. Oui, je voudrais revenir sur les sujets de villes moyennes en perdition ou en difficulté. Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut imaginer une forme de discrimination positive sur ces villes. Elles avaient des avantages compétitifs historiquement. Maintenant, elles sont en désavantage compétitif par rapport aux métropoles. Elles sont en désavantage de cadre de vie, elles sont en désavantage d'attractivité, de compétitivité fiscale, d'accès quelquefois, avec même des cas où les TGV desservent moins souvent aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et donc, du coup, les forces vives s'en vont, et puis il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et ce qu'on est en train d'essayer d'imaginer, et ce qu'il faudrait imaginer, il y a deux choix. Soit on dit, écoutez, tout le monde va aller dans les métropoles, et puis terminé, fini. Soit, ce qui est politiquement évidemment très difficile, en particulier dans une ville dans un pays comme la France. Petite parenthèse d'ailleurs, personne n'a poussé Boris Johnson dans ses retranchements, mais le plan Singapour de Boris Johnson, avec 68 millions d'Anglais, et la géographie de l'Angleterre qui n'est pas aussi vaste que la France, ça ne marche pas, pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une super métropole de l'Angleterre. Et donc si ce choix-là n'est pas le choix démocratique, et je pense qu'il ne l'est pas, alors il faut imaginer une discrimination qui compense une partie des handicaps de ces villes moyennes. L'autre point sur lequel je vais intervenir, on a un peu touché au début, c'est le sujet de l'égalité de destin. Donc le syndrome du tunnel qui est bien expliqué par Nicolas Bouzou. Donc vous avez tous vu, enfin je pense, l'étude de l'OCDE il y a 2 mois à peu près, qui explique qu'il faut 6 générations pour passer des 10% les plus pauvres aux revenus moyens, et que la raison principale, c'est l'étude PISA sur l'école, montre que c'est l'école française, et notamment dans le primaire, qui pose un énorme problème. Et quand même, quand on regarde les chiffres, on dépense chaque année plus d'argent dans l'école, encore plus d'argent par tête d'élève, puisque le nombre d'élèves diminue, et on a un ratio d'efficacité décroissante qui est absolument phénoménal. Donc ce serait là la vraie source d'inégalité dans ce pays, l'éducation. Enfin, en tout cas, c'est là où on doit faire porter l'effort. Et là, c'est là où il faut mettre le doigt là où ça fait mal. C'est quand même des sujets de productivité, d'organisation, de management qui ne sont pas traités. Une entreprise qui serait en rendement décroissant, c'est-à-dire plus elle investit, moins ça rapporte, parce qu'en gros c'est ça, en étant un peu cynique, serait quand même mise en difficulté. Et dans l'idée de transparence de où va l'argent, je pense qu'il y a aussi une demande de transparence sur l'efficacité ou la non-efficacité. Les deux vont avec. C'est combien ça coûte, où est-ce que l'argent va, c'est pas gratuit, tu as raison, le transport, etc. Mais aussi comment ça fonctionne. Et là, on voit bien qu'il y a une réticence. Un truc tout bête, je finis là-dessus, mais moi, ça fait quelques années que je demande à Bercy de publier les statistiques du contrôle fiscal en détail. Parce qu'il est normal qu'on paye des impôts, il est normal qu'on soit contrôlé, mais il est aussi normal qu'on sache combien de prix sont contrôlés, avec quelle fréquence, sur quel sujet, avec quel taux de redressement. Ça fait partie finalement de la transparence auquel on a le droit. Et malheureusement, on n'y arrive pas. Donc cette transparence générale de la performance des services publics et de leurs coûts me paraît être une condition en fait du modèle démocratique. Si je peux compléter ce que dit Geoffroy sur l'éducation, ça va plus loin. Nous, on a eu un stagiaire ENA qui est venu chez Raise et extrêmement brillant. Et il nous a expliqué qu'il avait fait l'ENA parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et alors, ça peut paraître étonnant quand il dit ça, mais en fait, toi, tu vois très bien, Nicolas, ce qu'il veut dire. C'est qu'il était plutôt bon à l'école, mais il était dans un mauvais lycée. Étant dans un mauvais lycée, il ne pouvait pas faire de bonne prépa. Ne pouvant pas faire de bonne prépa, il ne pouvait pas réussir les concours, il ne pouvait pas avoir de bourse. Donc son seul ascenseur social qu'il a trouvé, c'est de faire, de faire une licence et tout ça, et de passer par des circuits et passer le concours de l'ENA pour lui permettre. Non mais il est très doué, donc mais pour
qui a trouvé ce chemin-là. Beaucoup sont écartés tout simplement parce qu'ils sont écartés des écoles de commerce ou d'études qui pourraient les intéresser, tout simplement parce qu'ils sortent d'un mauvais lycée. Donc c'est pas simplement le primaire, c'est le maillage territorial des lycées. Et à ce titre, je voudrais saluer une initiative que je trouve extraordinaire qui est faite par une jeune femme qui s'appelle Salomé Berriou, qui a créé Chemin d'avenir, et parce qu'elle-même vient d'un petit village, elle a réussi à faire l'école normale, à être dans un cabinet ministériel, et elle s'est rendue compte que pour une qui sortait non pas de la cage d'escalier comme Thierry Marx, mais de son champ de patates, il y en avait plein qui déjà limitaient leur ambition parce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient aller plus loin. Et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des banlieues, mais il faut aussi parler des campagnes et du fait qu'il y a là un vivier, un gisement d'intelligence et de possibilités de grandir qui est perdu pour la République et qui est perdu pour la richesse collective, parce qu'un talent qui ne s'exprime pas, c'est un talent pour la personne, c'est un deuil, mais pour le pays aussi, c'est un deuil. Sur les questions d'éducation dont parlait Geoffroy, Roux de Bézieux, il y a des solutions. Hein. On sait qu'il y a des politiques qui marchent. Je vous donne 2 exemples très rapidement. La réduction de la taille moyenne des classes dans les zones en difficulté, ce qui a fait un peu le ministre Blanquer, d'ailleurs, ce qu'avait fait Luc Ferry il y a une dizaine d'années. On sait que ça donne des résultats positifs. Deuxième chose, la question du recrutement. On sait très bien que dans le niveau des élèves, ce qu'on appelle l'effet maître est absolument déterminant, et c'est surdéterminant par rapport à l'héritage culturel de l'élève. Donc il est déterminant notamment au primaire. On sait qu'il y a des choses. Je parlais de la primaire. Au CP. Ouais, tout à fait. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Geoffroy Roux de Bézieux sur les villes et la discrimination positive. Et une fois n'est pas coutume, c'est même un grand moment, mais je vais être plus libéral que toi, cher Geoffroy, si tu permets. Moi, je pense qu'il faut au contraire laisser s'installer à armes égales la concurrence entre les collectivités. Parce que chaque maire peut trouver pour sa ville un projet de développement basé sur tel ou tel avantage comparatif. Et on voit bien que toutes les villes moyennes, dès lors qu'elles ont les moyens, les financements, et ça, on a mis ça en place récemment, il y avait peut-être un trou de ce côté-là, a les moyens de trouver un projet mobilisateur. Et il y a des réussites dans toutes les régions, dans tous les types de paysages, avec tout type d'industrie, de tourisme, de services. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille nécessairement... Mais ça veut dire la concurrence fiscale généralisée, alors. C'est pas une concurrence. Aujourd'hui, les villes qui réussissent, j'ai parlé de Libourne, on peut parler de. Enfin, je vais pas donner. Il y a des dizaines d'exemples, n'ont pas d'avantage fiscal par rapport à d'autres villes moyennes qui éventuellement réussissent moins bien. D'ailleurs, je m'empresse de dire qu'il n'y a pas non plus de marquage politique évident. Il y a des villes qui sont dirigées par des élus de bords différents qui réussissent très bien, sans qu'ils aient davantage fiscaux ou en termes de dotation particuliers, simplement parce qu'ils ont un projet mobilisateur, un projet qui attire, un projet qui fait avancer les choses. Et ça me semble plus sain que d'essayer de faire un brick. Enfin, j'ai bien entendu ton propos sur les charges fiscales qui pèsent, et c'est un sujet qui est effectivement réel, mais je constate que depuis Philippe le Bel, on n'a jamais baissé les impôts et on n'a jamais allégé l'État. Donc si on y arrive, c'est bien. Moi, je pars plutôt de l'hypothèse que, toutes choses égales par ailleurs, ces grands équilibres ne vont pas beaucoup changer, ils ne vont changer qu'à la marge, et donc il faut qu'on améliore le fonctionnement du système dans le cadre de cet équilibre-là. Donc ne pas trop bidouiller les paramètres, pardon de cette expression, mais de mieux faire fonctionner les choses. Et par exemple, pour mieux équilibrer la carte des lycées, c'est un sujet décisif, Clara a raison, on n'a pas besoin de changer la dotation qui est versée au ministère de l'Éducation nationale, on a juste besoin qu'il équilibre mieux l'affectation des professeurs, pour les régions, le budget de rénovation des lycées. Je pense que les écoles, le dédoublement des classes, c'est quelque chose de très essentiel pour qu'il y ait une vraie égalité des chances réelles dans le pays, à l'éducation, après dans la formation continue et dans l'accès à l'emploi. Donc je pense qu'il est plus sage de travailler à l'intérieur des normes plutôt que d'essayer de changer les réglages, qui est un petit réflexe français que je ne trouve pas toujours très efficace. Avant juste Geoffroy, de te laisser la parole, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, faites-moi signe. Je crois qu'il y aura des micros. Geoffroy, vous vouliez, et puis ensuite... Non, juste, mais je ne vais pas être trop long, mais je pense que malheureusement, Eric, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Et d'ailleurs, on le voit dans l'ensemble de l'Occident. Le vote populiste, il est dans les territoires désaffectés, parce qu'on a laissé la concurrence entre les territoires s'exprimer. Je crois que malheureusement, si on ne donne pas un coup de pouce aux territoires qui ne sont pas équipés pour la mondialisation, on aura du mal. Je pourrais citer malheureusement beaucoup d'exemples, et je vois à travers toutes les tournées MEDEF que je fais,
de territoires qui sont désindustrialisés et où sans discrimination positive, ils n'arriveront pas à recréer une dynamique entrepreneuriale. On peut mettre des services publics, bien sûr, mais ça ne suffira pas Je pense que le débat est ouvert parce que de toute façon, le sujet est devant nous. C'est peut-être pour réconcilier les deux, s'il y a un projet porteur. Tout le sujet, c'est, je pense que cette idée qu'on a quand même pendant 40 ans gouverné avec la peur. La peur on a laissé les gens avoir peur et on a cultivé les peurs, la peur de perdre son travail, la peur de la justice, la peur de l'étranger, la peur de... Et si on inversait la tendance en gouvernant avec l'envie de créer et en se disant si une ville se mobilise sur un projet, bah oui, on va l'accompagner, on va l'aider. Mais encore faut-il qu'elle démarre avec un projet, avec une initiative et re-responsabiliser les gens en leur disant qu'ils sont maîtres de leur destin. Parce qu'au fond, qui qu'on soit, là où on est, on peut agir, on peut être créateur de sa propre vie. Et il faut le rappeler aux gens. C'est pas vrai qu'on est totalement dépendant, ficelé, et que on a un peu l'impression que les gouvernements successifs nous ont mis des bouées de plus en plus grosses sur le ventre pour qu'on ne coule pas, au lieu de dire mais en fait vous savez nager. Et les Français savent nager, ils savent très bien nager. Et en même temps, on a le sentiment que dans nos pays de la vieille Europe, la peur est maximale en ce moment. Mais parce que c'est plus facile de gouverner par la peur en disant mais vous inquiétez pas, moi je vais vous protéger, que de gouverner en disant mais vous avez envie de faire des choses, moi je vais vous accompagner et je suis derrière vous, je ne suis pas devant vous. Je suis désolée de le dire, mais je le pense sincèrement, s'il y avait plus de femmes au pouvoir, peut-être que cette façon plus entraînante, plus motivante et plus nudge et plus emportant tout le monde, plutôt qu'à d'être au sommet et dire moi je vais vous tirer, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, ça marcherait mieux. Non, juste sur la peur, mais vraiment en 3 secondes. Dans toutes les grandes périodes de révolution industrielle, de destruction créatrice, la peur domine. Les historiens l'expliquent très bien. La peur dominait à la Belle Époque. La Belle Époque, c'est un terme très postérieur à la Belle Époque. Et la Renaissance est un terme du 19e siècle. Ce n'est pas un terme du 16e siècle. Oui. Alors, monsieur a un micro et ensuite ce sera madame. Alors, parce que... Claude Sonars, groupe Paprec. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème énorme aujourd'hui de blocage dans cette société qui fait que l'État devrait arbitrer et il n'est pas là pour gérer, par exemple, les aéroports ou être actionnaire de l'automobile et on sent qu'on a une grande peur. On sent vendre les aéroports, ça semble un problème insurmontable alors que ça me semble absolument indispensable. Un tout petit exemple en 3 secondes, puisque Geoffroy Roux de Bézieux en a parlé, un sujet qui me passionne, l'économie spatiale. En réalité, l'État américain, tu as raison, c'est bien évidemment soit Jeff Bezos, soit Elon Musk qui va envoyer quelqu'un dans l'espace. Et c'est vrai que ce ne sont pas des entreprises publiques. Ce n'est pas la navette spatiale, il y a 20 ou 30 ans, vous vous en souvenez, Columbia Challenger, qui étaient des navettes publiques. Ce sont des entrepreneurs privés. Mais en revanche, l'État américain joue un rôle très important. Les 2/3 des commandes de SpaceX, ce sont des commandes publiques, institutionnelles, avec des contrats sur 10 ans. Et nous, on n'est pas capable de faire ça pour Arianespace. Du coup, la filière spatiale européenne est en train d'être démantelée, non pas parce qu'on n'a pas d'intervention publique, mais parce qu'on a une espèce de mauvaise intervention publique par le haut, alors qu'il faudrait lui filer de l'argent à Arianespace. Et qu'il puisse innover à côté. C'est ce que j'appelais l'arbitrage. Oui, et un tout petit pays comme Israël envoie un satellite sur la Lune et c'est privé. Voilà, et privé, mais avec l'accord, bien sûr, et une partie du financement de l'État. Et ça me semble indispensable pour qu'un pays fonctionne. Madame. Ariane Pinguet, moi j'avais une question à Monsieur Lombard. Vous avez dit que, je crois que c'est à Saumur, le maire a récupéré des locaux vides pour les proposer à des boulangers ou des commerces de proximité. Sur le principe, bon, je pense que c'est une bonne idée. Mais le boulanger d'à côté, qui paye son loyer, est-ce que lui, il ne se plaint pas de concurrence déloyale ? Oui, on a quand même dans beaucoup de villes, le problème c'est qu'on n'a pas du tout de boulanger. Donc quand il y en a un, le problème de concurrence ne se pose pas. Éventuellement, il y a la grande surface de périphérie qui râle un peu, mais là, je dirais que tout le monde s'en fiche. Je considère, pour rebondir sur votre question, que cette question de l'aménagement des centres-villes pour y faire revenir les commerces, c'est un sujet vital.
Les villes moyennes, d'ailleurs aussi les grandes villes, ont beaucoup trop laissé se développer les commerces de périphérie. J'ai rien contre la grande distribution, naturellement, qui est importante et qui a un rôle à jouer, mais ça a séché les centres-villes. Et puis en plus, là, aujourd'hui, tout le monde a un problème, parce que les commerces de périphérie sont concurrencés par Amazon, et les commerces de centre-ville n'existent plus. Donc si on veut retrouver un équilibre des territoires, notamment dans ces villes moyennes, il faut trouver un moyen de faire revenir les commerces. Et là, je crains, en tout cas de ce que j'ai observé dans de nombreuses villes, que l'intervention des élus soit nécessaire afin d'engager le mouvement. Et puis une fois que le centre-ville est revitalisé et qu'on retrouve une concurrence logique, là on peut remettre des loyers normaux et même les faire grandir. Tout ça étant financé par la collectivité au travers de sociétés d'économie mixte. C'est évidemment un schéma vertueux, mais il me semble que ce schéma est essentiel. Franchement, dans ces villes-là, on voit plus des magasins vides. Je ne vais pas donner l'exemple de villes qui sont en difficulté parce que ce ne serait pas sympa. Et donc, malheureusement, le problème que vous décrivez, on ne l'a pas. On a plutôt un problème d'avoir du mal à faire venir les artisans. Et donc des enfants dans les écoles et donc des gens qui vont dans les hôpitaux et tout. Madame. Oui, rebonjour. J'ai toujours appris la règle des 80-20, c'est-à-dire les 20% de la population qui avait 80% des richesses. J'ai toujours entendu ça. Mais depuis 1 ou 2 décennies, l'écart s'est creusé et j'ai entendu 97-3. Je n'ai pas inventé, je veux dire, je l'ai entendu. Alors, je l'ai mal interprété peut-être, mais... Pendant que Nicolas retrouve ses esprits et ses chiffres, moi j'ai pas de chiffres, mais il y a un facteur qui est évident, c'est que, comme Nicolas Bouzou l'a dit au début, en Europe continentale et notamment en France, on réussit à maintenir les inégalités de revenus après redistribution à un niveau qui est favorable, enfin en termes en tout cas d'égalité, par rapport aux autres grands pays industriels. En revanche, il y a un facteur absolument évident. Comme après toute longue phase de développement économique sans crise majeure, c'est que les inégalités de patrimoine sont devenues considérables. Parce que qu'est-ce qui caractérise les gens modestes? En gros, c'est qu'ils n'ont pas de patrimoine. Et en revanche, les gens qui accumulent du patrimoine en plus de génération en génération depuis 1945, ça fait des inégalités de patrimoine considérables. Et comme par ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans le débat actuel, alors même que les inégalités de patrimoine sont plus importantes que les inégalités de revenus, mais là je m'aventure dans un domaine très glissant, mais tant pis, je suis parti, je continue, la majorité de la population, semble-t-il, ne souhaite pas qu'on taxe plus la transmission du patrimoine, qui est le moment même où on pourrait corriger ces inégalités, puisqu'il y a une majorité de personnes, y compris ceux qui n'ont pas de patrimoine, qui ne veulent pas qu'on taxe au moment du patrimoine, alors qu'on sait très bien que si on taxe par des impôts sur le patrimoine au moment où les gens sont, disons, jeunes et actifs, à ce moment-là, effectivement, il y a un risque qu'ils s'en aillent. Alors que quand ils décèdent, en tout cas, ils ne peuvent plus partir. Pour aller dans ton sens, Eric, il y a un chiffre qui est quand même très frappant. Hein. Quand on demande aux Français, c'est une enquête de l'IFOP de janvier 2019, quelles sont les inégalités auxquelles il faudrait corriger en premier, l'inégalité de salaire vient très 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 loin devant, 66%, et en 9e, il y a l'inégalité de patrimoine. Alors qu'en réalité, tu as tout à fait raison, hein, Piketty le montre à l'échelle mondiale, et un des facteurs d'explication, c'est, tu l'as dit, l'absence de guerre, mais enfin, on ne va pas souhaiter une bonne guerre pour réduire tout ça, mais au-delà de ça, c'est aussi la prise de risque. Il y a plein d'études qui démontrent que plus on a un patrimoine élevé, plus on prend du risque sur le placement du patrimoine, plus il rapporte, et plus l'écart s'enrichit. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est sur le livret A, en gros, enfin, je simplifie, là, on ne prend pas de risque. C'est très bien, mais sauf que, si tu veux, en termes de dynamisation de la création de richesse, il y a une forme... Et c'est vrai que la financiarisation des actifs a contribué beaucoup à ça. Et c'est pour ça que je reviens à mon point de départ. Je pense que c'est des facteurs très structurants sur la manière dont le capital se développe qui doivent nous interroger sur sa pérennité et dans la manière dont on va rééquilibrer les choses. Il y a eu un grand débat aux États-Unis sur justement la transmission de patrimoine, et un milliardaire américain a dit la transmission de patrimoine, c'est comme de préparer les Jeux Olympiques en prenant les enfants de ceux qui ont gagné il y a 30 ans. Voilà, pour les Jeux Olympiques, ça ne marche pas, et je ne suis pas sûr que pour le développement de la société, ça fonctionne mieux. Monsieur. Monsieur ou monsieur, je ne sais pas. Bonjour.
J'avais une question ici. Dans une économie mondialisée, l'innovation, c'est le facteur clé de succès. Ici. Alors, dans une économie mondialisée, l'innovation, c'est le facteur clé de succès. Et ce qu'on observe à travers le monde, c'est les startups qui prennent la main, en fait, pour développer le plus de produits innovants. Et ce que j'observe, moi, en France, c'est qu'on n'arrive pas à faire développer ces startups à un niveau type GAFA. Et je voulais savoir qu'est-ce que le gouvernement ou même le MEDEF pourrait apporter comme élément de réponse pour remédier à ça. Ouais, enfin, comme j'ai été interpellé, je réponds pour le MEDEF, je réponds pour le gouvernement. Oui, si tu veux. Bon, d'abord, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Juste pour vous donner un chiffre simple, en 2010, il y a eu 55 millions d'euros de levée en fonds de capital risque en France. C'est là où j'ai levé mon premier fonds, on en avait levé 26, donc la moitié. Cette année, on va être, en 2019, probablement entre 3,5 milliards et 3,8 milliards. Donc, les choses sont en train de changer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la France, hein, c'est l'ensemble du monde, à part la Chine et les États-Unis, n'ont pas réussi, globalement, il y a quelques exceptions, à créer des licornes ou de très très grosses entreprises de technologie. Et pourquoi les États-Unis marchent? Ce n'est pas parce que le gouvernement a fait quoi que ce soit. C'est l'extraordinaire capacité de l'écosystème américain à combiner recherche universitaire, immigration. Parce qu'on oublie de le dire, mais il y a une statistique très frappante qui montre que 20% des patrons des fondateurs de start-up aux États-Unis ne sont pas nés aux États-Unis. Donc, recherche universitaire, immigration et formidable afflux d'argent. Et puis, je dirais un dernier point, c'est capacité de rebond après l'échec, hein. On parle souvent de Google. N'oubliez jamais qu'au même moment où Google a été créé, il y avait plus de 100 moteurs de recherche qui étaient créés au même moment dans plein d'endroits et qu'il n'y en a qu'un seul qui est resté. Que AltaVista a été leader de la recherche sur Internet pendant très longtemps, avant qu'il disparaisse, battu par la performance de Google. Donc, est-ce que le MEDEF peut faire quelque chose? Le MEDEF peut encourager l'esprit d'entreprise, il peut pousser à ce que les grands groupes coopèrent, c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Mais fondamentalement, l'échelon qui manque en France, c'est de moins en moins l'argent, c'est l'esprit de risque. C'est pas pour rien hein, que le français qui a traduit venture capital l'a traduit par capital risque. D'un côté, vous avez l'aventure, de l'autre, vous avez le risque. Hein. Tout est dit, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et puis, l'écosystème universitaire. C'est quand même notre faiblesse là. Malheureusement, même si Palaiseau est en train d'essayer de faire ou Saclay une Silicon Valley à la française, où on n'en est pas là du tout. Clara, pardon. Non, vas-y, j'irai après. Bon, on va être féministe jusqu'au bout, alors je suis mal élevé. Non, mais je pense que votre question, si on était sérieux, votre question pendant la campagne européenne, là, on ne parlerait que de ça. Parce qu'on est en train d'accumuler un retard qui est un retard considérable. Et on va finir par devenir des sous-traitants, des Chinois et des Américains. Donc je pense qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est que Geoffroy Roux de Bézieux a parfaitement raison. C'est vrai que le financement en fonds propres de l'innovation en France et en Europe s'améliore considérablement. D'ailleurs, au passage, pour être bien polémique, pardonnez-moi, si vous surtaxez le capital, c'est très simple, hein, il n'y aura pas de capital. Et donc, il n'y aura pas d'innovation. Et nos enfants, ils iront en Australie et au Canada, si vous voyez ce que je veux dire. Première chose. Donc, on a besoin d'avoir des financements en capital. Et moi, je suis même assez favorable à ce qu'on réfléchissent à la constitution d'une grande bourse de l'innovation, un peu comme le Nasdaq pour des entreprises qui ont vraiment des besoins très importants. C'est la première chose. Deuxième chose, on a besoin d'avoir un marché européen pour les startups. J'ai plein de startups qui viennent me voir et qui me disent « mais quand je lance un produit en Europe, je fais face à 28 réglementations. Mais c'est de la folie. On n'a pas fait l'Europe pour ça. On a fait l'Europe pour avoir un marché unique dans tout un tas de domaines. » Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et là, moi, le libéral, je deviens interventionniste. On a pris tellement de retard qu'on doit mettre de l'argent public, on doit diriger de l'argent privé et mettre de l'argent public dans des projets innovants. Je vous donne un exemple très concret. Je soutiens à fond l'Airbus des batteries, l'initiative franco-allemande concernant l'Airbus des batteries, parce que je vois parfaitement ce qui va se passer dans l'automobile. Les Américains auront toute la partie numérique, les Asiatiques auront toute la partie batterie, nous aurons la moquette et les appuis-têtes. Voilà. J'ai un peu plus d'ambition que ça pour mon continent.
Clara, vous faites partie de ceux qui contribuent à combler le retard. Avec Gonzague, on est dans une société d'investissement où on investit dans le capital investissement, dans le mobilier, dans le venture et maintenant dans l'impact. Ce que constate, c'est que en quelques années, d'abord, la France est devenue le premier créateur d'emplois, créateur de start-up en Europe, avant même l'Allemagne. Donc, ça prouve qu'il y a un dynamisme aujourd'hui dans la jeunesse et dans les moins jeunes. Et ça devient aujourd'hui beaucoup plus smart d'être créateur de son entreprise que de rentrer dans un grand groupe. Donc il y a une vitalité qui est aujourd'hui extrêmement forte. Et ce qui me semble, moi, je suis d'accord sur le fait qu'on a pris beaucoup de retard dans l'intelligence artificielle, dans la data, etc. Mais le champ qui s'ouvre devant nous avec toutes les technologies, que ce soit la big data, que ce soit la robotique, que ce soit la finance, etc., est tellement immense et le champ d'intervention des possibles est tellement immense que rien n'est perdu. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire. Et ce qui me frappe beaucoup, et je voudrais juste en donner 2 petits exemples courts, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui innovent sur des territoires où ils sont ignorants au départ. Et que l'ignorance est une force, parce que d'une certaine manière, comme ils ne savent pas que c'est difficile et que c'est impossible, ils arrivent à le faire. On cite toujours l'exemple de Airbnb qui n'a pas de chambre d'hôtel, de Uber qui n'a pas de taxi, mais vous avez aujourd'hui plein de startups qui naissent dans des domaines qui fabriquent de la lumière avec des algues luminescentes. Si je prends l'exemple de Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui sert 100 000 repas gratuits par jour et qui vient de lever 15 millions d'euros. Si je prends Mano Mano, où les deux dirigeants qui ont créé une plateforme de bricolage ne connaissent rien au bricolage, on voit bien qu'il y a une forme aujourd'hui transversale qui fait que l'inventivité, la créativité, ça n'a jamais été aussi vrai qu'on pouvait faire ça dans son garage. Et qu'aujourd'hui, il vaut mieux être intelligent, futé, créatif, extrêmement déterminé et ne rien lâcher que d'avoir fait des grandes écoles ou de connaître ou d'être dans le Gotha ou d'avoir un bon réseau. Pourquoi ? Parce que la capacité de transformation aujourd'hui est absolument immense. Et la France, elle a des atouts. D'abord parce qu'elle a des grandes entreprises qui ne savent pas encore très bien travailler avec les startups, mais qui travaillent de mieux en mieux avec les startups. Il y a aujourd'hui une vraie dynamique qui s'est mise en marche avec plein de modèles, que ce soit des corporate ventures, des incubateurs, en travaillant avec notre fondation, etc. Donc on voit qu'il y a une vraie richesse qui est en train de se mettre en ordre de marche. Aussi parce que ces jeunes créateurs de start-up sont en général dès le départ globaux et donc vont à l'international. C'est vrai qu'ils vont aux États-Unis ou en Chine peut-être avant d'aller en Europe parce que c'est trop compliqué. Et qu'on a perdu la bataille, mais on n'a vraiment pas perdu la guerre. Donc je crois surtout pas que c'est le moment d'être défaitiste. On a plein d'atouts, on a les meilleurs mathématiciens du monde, on a de très bons ingénieurs, on a effectivement des territoires qui sont disponibles, on a une main-d'œuvre pas chère. Enfin, on a plein de qualités qui fait qu'il suffit d'y croire et y aller, comme dirait l'autre. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, pardon. Bonjour, je m'appelle Alexandre Doheiman et je suis ici pour des jeunes ambassadeurs de la région parisienne qui est un projet européen pour professionnaliser Erasmus, renforcer la coopération régionale européenne et réduire les inégalités sociales. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut absolument défendre notre souveraineté européenne en développant des alternatives économiques des GAFA européens et d'être compétitifs aussi dans d'autres secteurs. Mais une autre thématique qui est vraiment cruciale pour les élections européennes, c'est vraiment la réduction des inégalités sociales. Puisqu'on constate effectivement qu'avec l'élection de Donald Trump, avec le Brexit, c'était surtout la croissance, les inégalités sociales et la montée en puissance des extrémistes de l'extrême droite qui ont fait gagner des forces extrémistes. Et donc ma question est la suivante. Quel rôle a joué au moteur franco-allemand et à l'Union européenne pour réduire considérablement les inégalités sociales et pour établir une fiscalité juste et équilibrée et pour faire évoluer notre système qui est l'économie sociale de marché qui est effectivement l'ADN de l'Union européenne. Merci.
Diable. C'est une vaste question. Il y aurait une question préalable, c'est y a-t-il encore un moteur franco-allemand? Mais ça, bon... Non, mais c'est une question compliquée. Moi, j'en verrais bien au livre récent de Yascha Mounk sur le populisme, hein, sur la démocratie. En fait, on a une tension dans le monde entre des démocraties illibérales et des démocraties libérales. Et ce qui est nouveau dans la période récente, c'est qu'avant, quand on était démocratique, on était forcément libéraux économiquement, et c'était ça l'Ouest. Et puis après, il y avait des pays non démocratiques et non libéraux. Et puis avec l'émergence de la Chine, l'évolution de la Russie, de la Turquie, on voit bien qu'il y a des démocraties libérales. Et donc la grande bataille, elle est entre me semble-t-il, entre les démocraties libérales et les démocraties libérales. Et la seule réponse possible, c'est par la preuve. Et la preuve, c'est de protéger la démocratie et de la rendre plus effective. Et là, on en a parlé de temps en temps, mais le principal moteur de lutte contre les inégalités, c'est la formation. C'est ça le principal moteur. C'est très très bien de protéger les gens en difficulté, c'est très très bien que les systèmes de retraite protègent les personnes qui ne travaillent plus, tout ça est nécessaire. Mais la lutte contre les inégalités, c'est l'égalité des chances. Et c'est donc que chacun, quel que soit l'endroit où il est né, ait accès à des formations. Et ça, franchement, on y est incroyablement loin, malheureusement, notamment en France. Et puis après, il y a un sujet, je fais un petit peu de publicité pour la Caisse des dépôts, si vous me permettez, sur la formation continue. Puisqu'à la fin de l'année, on va mettre en place un dispositif qui s'appelle Mon compte de formation, qui va être alimenté en euros pour 33 millions de Français qui ont déjà un compte et qui va permettre d'avoir accès à la formation continue. On va essayer de mettre en place une sorte de TripAdvisor de la formation continue pour que les uns et les autres choisissent leur formation. Et il y a quand même quelque chose qui est permanent dans les territoires où on va, c'est que les entrepreneurs cherchent à recruter et n'y parviennent pas. C'est ça aujourd'hui le problème en France. On est à 8 et quelques % de chômage, ce qui est encore trop élevé. Et il y a beaucoup d'entreprises. J'étais à Sochaux dans l'usine Peugeot. Le patron de l'usine Peugeot me dit « Je recrute toutes les personnes qui passent, je n'arrive pas à trouver de gens alors qu'on sait très bien qu'il y a du chômage partout. » Donc les entreprises ont besoin de recruter. Avec un petit peu de chance, la situation économique va rester pas trop mauvaise encore quelques mois. Il faut qu'on les forme, il faut qu'on forme les jeunes. Et c'est ça le principal challenge en réalité qui est devant nous. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Eric avec le soir, c'est une journée exceptionnelle parce que Eric a cité Milton Friedman sans le savoir. Puisque dans un livre de 60 qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Capitalisme et liberté, il explique que le capitalisme et la liberté vont toujours de pair parce que la liberté économique précède la liberté politique. C'est l'histoire de la Révolution française. Sauf qu'effectivement, tu as raison, depuis 10 ans, la Chine, mais la Turquie, mais certains pays d'Afrique, mais peut-être le Brésil demain, sont en train de démontrer que non seulement on peut combiner liberté économique et absence ou réduction de liberté politique, mais que, et c'est l'argument des Chinois en Afrique, c'est plus efficace. Aujourd'hui, les Chinois se promènent en Afrique en expliquant que leur modèle est bien meilleur sur le plan économique. Regardez le taux de croissance de l'Europe depuis 30 ans, regardez le nôtre. Donc, ne vous trompez pas de modèle, disent-ils aux pays africains, dont certains, évidemment, surtout quand on leur paye leurs aéroports, leurs ports et leurs infrastructures, les écoutent avec bienveillance. Et donc, je partage tout à fait la question, le point d'Éric. Mais la réponse, tu as raison, c'est la formation, c'est aussi la croissance. C'est-à-dire que si on arrivait à démontrer que les démocraties, la liberté économique et la liberté politique combinées, l'économie sociale de marché étaient aussi performantes, je ne dis pas plus, en termes de croissance, donc en capacité à réduire les inégalités et à redistribuer de la prospérité, le débat serait un peu différent. Aujourd'hui, on est dans un match où, en tout cas sur la première mi-temps, on a perdu le match économique, en quelque sorte. Si vous permettez juste peut-être compléter un mot, parce que je n'ai pas parlé d'Europe. Personne que tu disais un Friedmanien. Je n'ai pas cité ton penseur favori. Le contraire de Milton Friedman. J'ai dit quasiment le contraire. Merci Clara. Tout ça ne peut se faire que dans un cadre européen. Parce que seul un cadre européen nous permet d'avoir le minimum de souveraineté économique en lutte contre d'autres grands ensembles, permettant d'assurer et la croissance et la démocratie. C'est clair que si nous n'avons plus ce cadre, à ce moment-là, on sera faible et sur l'un et sur l'autre. Mais à mon avis, pas à 28 ni à 27. Non, mais c'est bien le problème. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, très schématiquement, il y a 3 couches d'Europe. Il y a une immense Europe juridique, il y a une Union européenne un peu plus petite, il y a une zone euro un peu plus petite. Et on a sans doute besoin d'avoir une Europe des projets qui soit
encore un peu plus petite. Ça ne veut pas dire qu'on sort des pays de l'Union européenne, ce n'est pas du tout ça, mais l'Union européenne, de fait, c'est un marché. Et ce n'est pas suffisant d'être un marché. On a aussi vraiment besoin d'être une puissance technologique et économique, et ça, je pense que ça se fait à 9 ou 10. Un petit mot, peut-être rapide. Je pensais à ce que disait Éric Lombard. Tu veux donner la parole à quelqu'un d'autre ? Pour répondre à Éric Lombard, qui parlait de la Poste, Odile Varin parle. Dans la commune de Buc, dans les Yvelines, il y a quelques semaines, s'est installé un bureau de poste à l'Intermarché. Un vrai bureau de poste. On peut envoyer ses paquets, on peut acheter ses timbres, tout, à l'Intermarché, en pleine campagne. C'était très intéressant et très utile. Une question derrière, monsieur. Merci madame de ce témoignage. Je vais immédiatement appeler Philippe Val pour le remercier de cette action positive. Oui, bonjour, merci pour ces interventions enrichissantes. Ma question adressée à monsieur le président de MEDEF, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les organisations ont un souci d'efficacité et pas de moralité. Nous savons bien que dans une économie de marché, il est tout à fait légitime que l'entreprise a comme objectif de maximiser le profit. Ma question, c'est quelle est la place de l'éthique dans les organisations d'une manière générale et dans l'entreprise en particulier? Merci. Il y a deux réponses possibles. D'abord, juste pour que les choses soient claires, j'ai dit tout à l'heure de manière un peu provocante qu'une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai aussi pour l'État, elle est amorale au sens où elle n'a pas d'émotion ni de morale à avoir, mais évidemment les dirigeants qui l'incarnent, qui en sont parfois les actionnaires pour tout ou partie, ont évidemment eux à avoir une morale et une éthique. Donc la première réponse, elle est individuelle. L'éthique d'une entreprise, c'est d'abord l'éthique du patron ou des dirigeants, et on connaît tous le vieux proverbe, le poisson pourri par la tête. C'est à partir du moment où on se serre en haut, si j'ose dire, enfin je dis des choses de manière un peu triviale, que ça peut dériver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Enron il y a 15 ans, 20 ans. Enron, c'est un cas exceptionnel puisque l'année d'avant la chute d'Enron, ils avaient gagné tous les prix du corporate governance de RSE divers et variés attribués par les prix américains. Et pourtant, depuis plusieurs années, l'équipe dirigeante faisait une espèce de cavalerie gigantesque en se servant au passage. Donc je crois que c'est vraiment une question d'exemplarité des dirigeants. Alors, et de contre-pouvoir, en l'occurrence. Alors c'est marrant, j'allais le dire, c'est qu'à un moment, il y a des exemples dans l'actualité, merci Nicolas de me devancer, la solitude du pouvoir peut amener à certaines dérives, et c'est pour ça que le capitalisme est assez bien fait, puisqu'il a un équilibre, normalement, une tension, une saine tension entre trois pôles de pouvoir dans une entreprise. Les actionnaires qui ont mis l'argent, les dirigeants qui sont là pour le faire fructifier et pour créer de la prospérité, et puis on oublie toujours le troisième pied du tabouret, qui sont les clients, qui, évidemment, s'ils ne viennent plus, font que le tabouret se casse la figure. Et dans les cas, et il y en a, bien sûr qu'il y en a, il y en aura encore, parce que malheureusement l'être humain est ainsi fait de dérive, il y a généralement un des trois piliers, voire quelquefois les trois, qui ont quelque part manqué. La solitude du pouvoir, comme tu dis, peut effectivement amener à une certaine sédentarité au Japon. Moi, j'aimerais bien compléter ce que dit Geoffroy en le disant d'une façon un petit peu différente, parce que j'aime pas trop ce thème de dire que l'entreprise est amorale. Je comprends la logique qui est de pas de dire que l'économie c'est ni bien ni mal, mais en réalité, quand on regarde, nous on a la chance d'observer beaucoup d'entreprises qui se développent, s'il n'y a pas la notion du bien pour l'entreprise, du bien pour ses salariés, du bien pour ses clients, du bien pour ses actionnaires, du bien pour les parties prenantes. Et c'est pour ça que la question de la raison d'être est aussi essentielle dans l'entreprise. L'entreprise ne réussit pas durablement. Elle ne réussit pas durablement et elle réussit moins bien que l'entreprise qui est justement dans l'économie bienveillante. Et donc je pense qu'il faut absolument rappeler cela. Parce que la plupart des entreprises fonctionnent comme ça. On montre toujours du doigt les entreprises qui n'arrivent pas à l'heure ou les gens qui ne font pas ce qu'il faut. Mais la plupart des entrepreneurs sont des gens qui sont
d'abord généreux par nature, ils sont généreux de leur énergie, de leur temps, de leur créativité, etc. Ils ont envie d'embarquer avec eux et cette générosité est un moteur économique. Je le dis et je réinsiste là-dessus parce qu'on a quand même toujours cette idée que gagner de l'argent, c'est mal. Non, gagner de l'argent, on peut gagner et qu'on est obligé de ne pas être très moral et d'être amoral. Non, au contraire, quand on met de l'éthique, quand on met du sens dans ce qu'on fait, on embarque avec soi des gens qui ont le goût de l'éthique, qui veulent donner du sens à leur vie et qui vont le faire par envie et pas simplement pour gagner un salaire. Quand vous avez des collaborateurs qui viennent tous les matins, les pieds de plomb pour gagner un salaire, vous ne rendez pas l'entreprise performante. Quand vous avez des collaborateurs qui viennent parce que votre entreprise a du sens, parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle fait des produits ou qu'elle fournit des services avec justice et avec bienveillance, les salariés sont heureux de venir. Et puis qu'ils sont bien considérés, les salariés sont heureux de venir. Je voudrais juste évoquer 2 points qu'on n'a pas évoqués. On n'a pas évoqué la BPI, qui est quand même un des gros investisseurs et un gros contributeur à la prospérité du pays en investissant dans plein de start-up et dans plein d'entreprises, qui est l'un des bras armés de la Caisse des dépôts. Donc je vole le mot à Eric et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Il y a une autre chose que je voudrais souligner pour dire que la France a des atouts qui sont très particuliers par rapport à d'autres pays, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une croissance, ou du moins un désir de considérer que la consommation n'est plus le moteur de la croissance. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est plus du bien-être, du bien-vivre, et acheter un produit local. On va plutôt s'acheter un pull qui est un peu plus cher, mais qui a été tricoté par la grand-mère, plutôt que fait avec du coton, avec des Indiens... des enfants indiens qui tombent malades parce qu'il y a des pesticides, etc. Et la conscience du consommateur est aujourd'hui en train de monter et en train de changer les comportements. Je voudrais juste citer un exemple qui est l'application Yuka. Je ne sais pas quels d'entre vous connaissent l'application Yuka. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Julie Chapon, elle est en train de faire changer la façon dont les produits sont fabriqués, parce que les producteurs de plats consommés se sont rendus compte que si c'était marqué très mauvais sur Yuka, ils n'allaient plus être vendus. Et donc de revenir avec des produits du terroir, des produits fabriqués à côté de chez vous, etc. Je cite ça, mais on pourrait citer Le Retour à la Terre, on pourrait citer plein de... Puis il y en a d'autres, c'est juste pour donner quelques exemples. Et donc on voit bien qu'on revient à une forme de consommation de proximité, où on se dit, je préfère donner mon argent à quelqu'un que je connais et dont on sait que ça va lui permettre de vivre, et puis il l'aura fabriqué de ses mains. Et peut-être que finalement, dans mon placard, je n'ai pas besoin d'autant de choses. Et c'est une autre forme de croissance, qui est une croissance qui n'est pas dans l'accumulation, mais qui est dans le mieux-être et encore une fois, donner du sens à sa vie. Et ça, la France, avec tous ses terroirs, avec tous ces produits magiques que beaucoup d'autres pays n'ont pas, et notamment pas les États-Unis qui n'ont pas le même rapport à la nature, a un atout très très précieux pour réussir pas simplement en France, mais dans le monde entier. Elle le fait déjà d'ailleurs, mais elle pourrait le faire encore plus. On prend une toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre temps imparti. Madame, je vous en prie. Bonjour, je profite effectivement de l'opération pour me présenter. Je m'appelle Céline Roy, j'ai créé un programme court qui s'appelle 1 minute pour un talent, qui valorise les artistes contemporains visuels, qui sont une population dont on ne parle pas du tout, ou très très peu, puisque ce sont des talents photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, street artistes. Et l'objet de ce programme, qui est une web-série, c'est de les valoriser et de les faire connaître sur principalement les réseaux sociaux et sur une web-série digitale. Je l'ai présenté à quasiment toutes les télés, France Télé, M6, le groupe Canal+. Et aujourd'hui, je suis en train de le faire financer par une marque du secteur banque-assurance. Et je voudrais savoir si vous pourriez être en mesure de me recevoir dans ce cadre-là. Et surtout, c'est une économie bienveillante que je veux mettre en place, qui est sûrement très féminin comme ADN. Mais le but est de les faire connaître et de leur permettre de vendre davantage leurs œuvres, parce que certains sont dans la rue, parce que certains sont absolument pas connus. Alors parmi les talents les plus connus, vous en connaissez un, qui s'appelle Nikos Elagas, et également Thierry Jadot, qui font partie de mes talents que je représente aujourd'hui.
verra après la réunion. Bien, écoutez, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous les quatre. Et puis surtout, merci à vous d'avoir assisté à ce débat. Merci infiniment.